Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission Entre nos femmes. Vous avez choisi la meilleure des chaînes. Chères dames, nous sommes réunis pour parler de quelque chose d'important. Il est dit que le succès ne se mesure pas à la quantité d'argent que vous gagnez, mais à l'impact que vous avez sur votre environnement et sur les gens qui vous entourent. Nous aurons donc le privilège aujourd'hui de parler de la façon dont vous pourrez impacter le monde à travers l'exemple d'une femme d'exception. Et je vais commencer par présenter une autre femme d'exception. Reine. Salut à tous, shalom, j'espère que vous allez bien. Je te salue Manuela, merci pour cette très belle introduction. Aujourd'hui, nous parlons, comme elle a dit, d'un thème très exceptionnel qui met en valeur toute cette émission, parce que cette émission parle de la femme, évidemment. Et nous avons sur notre plateau une femme de valeur digne, hein, on va dire, qualifiée pour nous traduire ce thème qui est femme d'impact. Voilà, femme d'impact. Alors, avec nous, elle illumine notre studio avec son teint d'ébène. Coach Bétis Vio. Comment est-ce qu'elle va, Coach Bétis Vio? Ben, merci Reine, merci Manuela. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci de me recevoir sur votre plateau en ce jour. Je suis très contente d'être là. Ça se voit, elle est toute belle comme d'habitude. On a eu le privilège de la recevoir pour nous parler du coaching, la femme et le coaching. Aujourd'hui, nous parlons de la femme d'impact. Qui est la femme d'impact? Ben, je pense que, en principe, toute femme de foi est une femme d'impact. Pourquoi? Parce que de par sa relation avec le Seigneur, elle ne laisse personne indifférent. La femme d'impact, c'est celle qui, lorsque vous la voyez, vous avez envie de changer, vous avez envie d'être transformé, vous avez envie de faire comme elle, vous avez envie d'être à un autre niveau. Pour moi, c'est ça la femme d'impact. Je veux mettre ça dans un contexte qui nous reçoit d'ailleurs, dans un contexte de foi. Effectivement, pour moi, la femme d'impact, c'est celle qui ne laisse pas son entourage, d'abord sa maison. Déjà, elle influence au niveau de sa maison, elle influence son époux, ses enfants, elle influence tous ceux avec qui elle vit. Au niveau de son travail, en tout cas dans son environnement, elle influence. Voilà. Le mot influence, ça nous fait penser en même temps aux réseaux sociaux, hein, les influenceurs, influenceuses. Exactement. Une influenceuse est-elle une femme d'impact? Une influenceuse des réseaux sociaux? Oui. Bon, je dirais plutôt que pas forcément, parce que celle qui impacte, je souhaite qu'on reste dans notre domaine de foi. Pourquoi? Parce que d'abord, en tant que coach, les influenceuses et les influenceurs, il y a quand même une clarification à faire pour ne pas qu'il y ait une confusion. C'est-à-dire, la façon dont je vois les influenceuses, elles défendent un sujet précis. Après, elles vendent des produits derrière cela. Elles peuvent influencer par rapport à des thèmes qu'elles peuvent. Ça dépend des thèmes. Il faut vraiment des thèmes de valeur, des thèmes éthiques, qui peuvent influencer vraiment quelqu'un pour prendre une bonne décision. Parce qu'il faut savoir que on n'influence pas dans n'importe quel sens. On peut influencer quelqu'un qui va prendre un chemin qui n'est pas le bon. Alors, je souhaite vraiment qu'on reste dans un cadre où vraiment la personne, peut-être qu'il y a des influenceurs ou des influenceuses qui ont des sujets très éthiques, qui sont basés sur des valeurs. Ça peut influencer quelqu'un. Et pourquoi pas? Donc, ce que moi je retiens, c'est qu'il ne suffit pas d'influencer pour influencer, il faut influencer dans le bon sens. Tout à fait. Souvent, quand on dit influenceur, là, les tendances sont un peu... Et impacter alors? Il part dans un seul sens ou dans les deux sens? Ah, mais toute chose, on n'a pas bonne et mauvaise. Hein. L'eau qui permet de cuire le poisson, c'est la même eau qui noie quelqu'un. Donc, je veux dire que la chose peut être bonne, ça dépend de comment est-ce qu'on l'utilise. Donc, on va rester avec les femmes chrétiennes. D'accord. Les femmes de foi qui impactent, qui influencent positivement. Positivement. Voilà. Alors, cela me donne de revenir un peu sur la présentation du coach Bétis Vio. Qui est le coach Bétis Vio?
Mais présente-moi. Ah non, je préfère, elle est là. Elle est là, je préfère qu'elle puisse se présenter. C'est tellement difficile parfois de parler de soi, mais on va y aller. Bétis Vio, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis de naissance à l'état civil Nathalie Bétis Vio, née Edmond. J'ai fait la psychologie. Je suis psychologue de formation. J'ai fait la communication où j'ai obtenu un master 2 en communication, marketing, option publicité marketing. J'ai fait du coaching certifié, accompagnatrice psychospirituelle, 2 genres de coaching, coaching classique ordinaire, certifié, coaching professionnel, et puis l'accompagnement psychospirituel qui est beaucoup plus basé sur la Bible. Et puis, je fais aussi beaucoup d'autres. J'aime étudier, en fait. Voilà. En gros, voilà ce qui est Nathalie Bétis Vio. D'accord. Nathalie Bétis Vio, elle est mariée. Voilà. Elle est mère d'un enfant. Mère d'un enfant. Un bon petit garçon. D'accord, ok. Alors, j'ai entendu dire que le coach dirigeait un réseau de femmes. Puisqu'on parle de femmes qui impactent, okay. Qu'est-ce qui a motivé cela aujourd'hui dans le milieu, on va dire, des femmes? En ce qui concerne le réseau que j'ai mis en place. Écoutez, il faut dire que depuis longtemps, je sais, depuis il y a peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années, j'ai senti en moi, je pense que c'est un appel, le besoin de me pencher sur le sort, l'état de la femme. Je suis, c'est comme, je dirais, j'ai la joie à parler aux femmes, j'ai la joie à leur inculquer ce que je porte. Pourquoi? Je dirais que d'abord, c'est ma vocation, ça je peux le dire parce que je l'ai pas choisi. Je l'ai pas choisi et je peux pas voir une femme qui est en train de souffrir, qui sait pas trop comment diriger sa vie et être à l'aise. C'est pas possible. Et donc, je l'ai reçu en mon âme de susciter, d'aider les femmes à sortir de leur dépendance financière. C'est ce qui même m'a conduit au coaching. Et en allant au coaching, j'ai compris, quand j'étais en train de me former, qu'il s'agissait pas seulement des finances, mais il s'agissait de la femme tout entière, de l'épanouissement même de la femme. Ça me rejoignait tellement. Et pour moi, ce réseau que j'ai mis en place, c'est vraiment pour aider ces femmes-là, au travers des formations, des séminaires, de ce que j'ai appris, de les aider à sortir d'elles-mêmes, de sortir de leur zone de confort, à prendre conscience qu'elles sont des femmes qui ont des capacités, qui ont du potentiel, qui peuvent vraiment vivre de tout ce qu'elles sont, de ne pas se laisser enfermer dans leurs émotions, dans leurs sentiments, dans des crises émotionnelles qu'elles peuvent vivre, soit dans leur foyer ou dans leur milieu de vie. Vraiment, c'est une passion pour moi, je dirais, de pouvoir dire à une femme, écoute, tu es capable de faire plus que ce que tu ne fais aujourd'hui, quel que soit ce que tu es en train de vivre dans ton foyer, quel que soit ce que tu es en train de vivre au niveau du travail, tu es capable de te mettre debout, de repartir à zéro. Et pour moi, je dis toujours que la femme, c'est comme, pour moi, je la qualifie de celle-là qui ne peut pas être à bout de souffle. Je m'explique, c'est-à-dire, elle peut être dans une difficulté, mais vous lui donnez les moyens de sortir de la difficulté, non seulement elle sort bien, mais elle vous montre qu'elle peut mieux faire. C'est ça la femme. Et je suis éblouie quand je vois parfois des femmes qu'on aide à sortir de leur zone de confort, à briser leurs limites, et à se prendre en charge. J'ai dit, waouh! Mais c'est ça qu'on attend de nous, en fait. Et vraiment, c'est un plaisir, c'est une passion que je prends à parler aux femmes. Et donc, ce réseau est là. Nous cheminons ensemble pour aller vraiment vers notre plein épanouissement. Voilà. On sent la passion, hein? Franchement. On sent la passion. Franchement. On pourrait l'écouter des heures. J'aime ça. Alors, de manière concrète, moi, je suis très curieuse. Hein. Une femme est brisée. Je veux dire, prenons le cadre familial, dans le foyer et tout. Elle est chrétienne, bien mariée,
avec des enfants, elles se sont brisées, elles ont envie de sortir de ce foyer. Quel est l'accompagnement adapté pour que cette femme-là, qui est dit femme d'impact, hein, parce que je suppose que quand elle rentrait dans ce foyer, c'était pour être celle et lumière. Forcément. Voilà. Et à un moment donné, la flamme est en train de s'éteindre. Et quel est l'accompagnement pour que cette femme-là prenne conscience qu'elle est une femme d'impact et qu'elle puisse sortir de sa zone de confort? Et à ce moment-là, c'est quoi la zone de confort pour cette femme en détresse? Est-ce qu'elle est encore dans sa zone de confort quand elle est en détresse? Bon, voilà. Il faut dire que c'est tout, c'est un tout, c'est un système. La femme, le cas que tu prends, Reine, elle est dans un foyer. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qui est à l'origine aujourd'hui de cette décision grave qu'elle veut prendre. Donc, c'est vrai, elle va être accompagnée sur plusieurs séances. D'abord, de coaching, je parle en tant que coach en ce moment. Voilà. Et en ce moment-là, il faut qu'elle nous dise exactement son objectif. Qu'est-ce qu'elle veut? Parce que peut-être qu'elle veut plus rester dans le foyer. Peut-être qu'elle veut rester dans le foyer, mais elle veut retrouver ses marques véritablement pour pouvoir continuer de vivre dans ce foyer. Ces cas-là sont assez délicats. J'avoue, quand on doit les accompagner, parce qu'arrivé à un certain moment donné, il faut recevoir aussi l'époux pour l'entendre et pour voir si on peut faire un accompagnement de couple. Parce que vous accompagnez la femme, elle peut bien se sentir, mais peut-être que le problème aussi vient un peu de l'homme aussi. Donc, il faut faire et parfois, c'est pas toujours que l'homme a envie de venir au coaching. C'est dit, moi, j'ai pas de problème. Si toi, tu as des problèmes, va au coaching, moi, je vais très bien. Donc, quand c'est comme ça, c'est encore plus délicat, mais on accompagne la femme selon son objectif. C'est vrai qu'en tant que coach chrétienne, je ne peux pas accompagner quelqu'un qui veut divorcer. C'est-à-dire, je vais t'accompagner selon les principes divins. Maintenant, la décision finale, c'est vrai, ça t'appartient. Mais toujours est-il qu'avec le processus que nous avons en coaching, c'est rare qu'après un accompagnement psychospirituel qui va prendre en compte tout ce qui est là comme crise, tout ce qu'elle a comme deuil, tout ce qu'elle a comme... on va l'amener à... Parce que quand c'est comme ça, ce sont des choses qu'elle n'a pas exprimées, tout ce qu'elle a comme pardon à donner, tout cela va être pris en compte dans tout un processus de deuil parce qu'il va falloir qu'elle sorte d'elle-même, elle sorte de ce qu'elle a gardé parce que je me rends compte que nous, les femmes, on garde tellement tout que parfois c'est la petite goutte qui fait déborder, voilà, qui fait qu'elle a envie de sortir. Donc, quand elle vient déjà là, les rancunes sont accumulées. Les fois où elle n'a pas parlé, les fois où tout ça, il faut pouvoir, c'est ce que j'appelle faire son deuil. Elle va faire tout ce processus-là avec elle au fur et à mesure pour qu'elle puisse sortir de sa douleur, sortir de ses angoisses, crier ce qu'elle doit crier de toutes ses forces. Et puis maintenant, si elle veut bien, quand elle a fini ça, elle ressort maintenant de cette cuvette de tristesse, de cette angoisse-là. On l'a conduit vers l'espérance et une nouvelle vie. Voilà un peu ce que je peux dire comme ça, mais c'est spécifique à chaque cas. Chaque cas qui va venir, ça dépend parfois, c'est pas forcément un pardon. Ça dépend vraiment des personnes qui viennent. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec nos sociétés africaines où on a institutionnalisé la souffrance de la femme? C'est comme si une bonne femme, en Afrique, une bonne femme, c'est une femme qui souffre en fait. Même quand on parle de nos mamans qui étaient bien, par exemple, nos mamans, malgré tout ce que le papa faisait, elles restent dans le foyer pour ses enfants. En fait, la bonne femme, c'est le chemin de croix. Ben non. Non, mais je soutiens ce que Manuela dit, parce que quand tu te plains un peu, on te dit, mais avant nos mamans supportaient, mais elles supportaient comment? Tu es silencieuse. En fait, elles étaient en souffrance. Le bonheur, en fait, la femme est censée se sacrifier pour quoi? Pour que son mari soit épanoui, pour que les enfants soient en sécurité, qu'ils soient heureux. Mais elle, personne ne se demande comment est-ce qu'elle fait pour être heureuse. Une femme qui commence à demander le bonheur, on la trouve égoïste, on la trouve irresponsable. Donc, c'est vraiment la vision africaine, en fait, de la femme qui inquiète un peu. La femme africaine, aujourd'hui, je dirais, avec la mondialisation, il est difficile de la cataloguer comme celle qui doit accepter tout, qui doit vivre tout comme nos mamans vivaient. Elle a envie de vivre d'elle-même, de vivre ce qu'elle voit aussi de l'extérieur et ce qui est tout à fait normal. Être une femme africaine, c'est pas celle qui est en souffrance. Non, la femme africaine, vous la coupez, le sang sort comme une autre femme européenne. Elle a ses sentiments. Comme un homme aussi. Hein, comme un homme aussi, tout à fait. Leur chair est très faible, ils sont fragiles, mais pour les femmes, là,
C'est plus Béton. dit. Non, je pense que il fut un temps où les gens l'ont fait effectivement très loin dans nos traditions. Moi, j'ai grandi avec mes grands-parents. Je voyais ce genre de truc-là, mais maintenant, ce n'est plus ça. Maintenant, ce n'est plus ça. La femme, c'est peut-être que les hommes n'ont pas évolué, mais la femme africaine, elle a envie de vivre autre chose. Elle a envie d'être elle-même. Elle a envie de vivre le parfait amour. Mais elle subit beaucoup de critiques, cette femme dont vous parlez, parce que on la traite de féministe. On dit qu'elle elle ne tue pas dans le foyer. Les femmes, je n'en dis qu'on vient pas. Oui, Les intellectuels qui ne tuent pas dans le foyer parce qu'elles ont trop de droits. Quelles sont la cause de toutes les familles éclatées, des enfants qui sont dans des foyers séparés ou dans la rue? Donc, en fait, c'est comme si le fait qu'elle veuille être heureuse, là, c'est la cause de tous les maux de la société, en fait. Mais la société dont vous parlez n'a pas le choix. C'est-à-dire, elle est obligée, nous sommes tous obligés, les hommes sont obligés de se rendre compte aujourd'hui que la femme africaine a aussi besoin d'être elle-même. Pendant longtemps, c'est ce qui a fait qu'on ne voyait pas nos talents, on pouvait pas voir notre potentiel éclore facilement. Aujourd'hui, avec notre façon de vivre, on s'exprime librement et donc, on s'épanouit. On voit la femme africaine qui est beaucoup plus épanouie, qui peut rentrer dans tel ou tel domaine d'activité librement parce qu'elle n'est plus enfermée où on l'enfermait avant. La preuve, elle n'est plus à la cuisine. Forcément, elle est dans le bureau, elle est dans ses activités personnelles. Vraiment, elle s'épanouit. Donc, ce n'est plus la même chose. Si on veut la maintenir dans ce carcan de dire que comme elle est une femme africaine, il faut qu'elle accueille tout, il faut qu'elle supporte tout. Enfin, c'est pas de l'esclavagisme. Non, je suis désolée. J'aime bien le rapport avec l'esclavage parce que quand on dit que les hommes n'acceptent pas, là, ça me fait penser à la résistance des Blancs quand les Noirs voulaient s'émanciper. Et c'est celui qui profite de la situation. Non, mais celui qui profite de la situation. Non, moi, je comprends les hommes qui veulent pas. Qui va pas aimer être supérieur, d'avoir tous les droits et quelqu'un entre griffes à sa solde? Non, mais c'est humain. c'est cette même société-là aujourd'hui qui parle d'égalité partout. Hein. Ça dépend des domaines. Quand c'est pour la popote, on dit 50-50. Mais ailleurs, là, tu es une femme. La société aujourd'hui fait la promotion de l'égalité, hein, les mêmes droits que les hommes. La femme a droit à ceci, la femme a droit à cela. Donc, je pense que les mentalités sont en train de changer dans la forme. Déjà, c'est vraiment théorique, hein, parce que même entre griffes, les chrétiens, ils vont te ramener au fameux verset « Femme, sois soumise à ton mari ». En oubliant que c'est une vision. Justement, il faut comprendre ça correctement. On ne sort même pas ça de tout un contexte. On prend juste le petit mot là, et puis on est dessus. Mais Manuela, c'est le même chrétien là qui fait partie de la société, qui est au village, c'est lui. Je veux dire, tout est une question de renouvellement de la mentalité. Pensée. Voilà. Donc, voilà. Alors, moi, tout de suite, ça me fait penser à quelque chose, Coach, une question pour toi. Tu nous parlais d'entrée de jeu de zone de confort. C'est quoi une zone de confort? Peut-être que nous toutes, nous sommes dans une zone voilà, de confort et on pense qu'on est arrivé et tout. Bon, pourquoi dit-on une zone confortable? Si la zone ne doit pas nous faire plaisir, en fait, nous faire du bien, en fait. Justement, on dit, si ça ne doit pas vous faire plaisir, ça me fait rire parce qu'effectivement, là, quand moi je motive les femmes, la plupart du temps, elles n'ont pas conscience. Ou bien quand elles ont conscience qu'elles sont dans une zone de confort, elles n'osent pas. C'est des peurs qu'elles ont. Est-ce que je peux le faire? Parfois, elles ont des problèmes d'estime d'elles-mêmes. Donc, elles se disent, non, ça ne me conviendrait pas peut-être. C'est pas moi. C'est peut-être l'autre qui peut faire. Elle, il faut qu'elle fasse. Moi, je préfère rester là. Elle se sent bien dans son cocon là. C'est-à-dire que, comme vous l'entendez, elle se sent bien où elle est. Mais quand je parle de sortir de sa zone de confort, c'est sortir pour se rendre compte que il y a mieux ailleurs. C'est-à-dire sortir de ces limites que nous-mêmes, les barrières que nous-mêmes nous mettons, soit à cause des préjugés, comme elle disait tout à l'heure, à cause des regards. Je suis une femme, moi je préfère rester là. Bon, et puis au moins je n'aurai pas de critique. Mais est-ce que tu dois vivre par rapport à ce que ton environnement te dit, de sorte que ça t'enferme dans une zone qui n'est pas confortable? Peut-être que tu n'as même pas conscience que c'est pas confortable. La plupart du temps, quand elles viennent en coaching, il y en a qui se rendent compte, mais elles n'ont pas envie de sortir de là. À cause de ce que
L'autre va penser de ce que l'autre va dire, des peurs, j'ai peur, bon, j'ai pas assez confiance en moi, j'ai peur de me tromper. En fait, il y a beaucoup de non-dits que quand vous les amenez à dire, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup plus de peur, il y a beaucoup plus de limites qu'elles se mettent elles-mêmes, si bien qu'elles n'ont pas conscience qu'elles sont capables vraiment de faire mieux qu'elles le font aujourd'hui. Elles sont capables de diriger, elles sont capables d'avoir leur activité, elles sont capables parce que elles-mêmes, elles se sont faire des murs autour d'elles-mêmes à cause de leur peur, parfois à cause de leur histoire, à cause de leurs blessures. Parce qu'il y en a qui viennent, vous voyez que elles ont des blessures archaïques, donc elles sont pas capables. Il faut d'abord qu'elles guérissent de leurs blessures là pour pouvoir vraiment sortir de leur zone de confort. Ça, c'est un accompagnement psychospirituel automatiquement qu'on fait pour qu'elles puissent guérir de leurs blessures. Voilà Ça me fait penser à quelque chose. Je fais des chants de veilleur, on m'a dit que ça sent pas très bon. Quand un visiteur passe, ils courent même pour sortir parce que l'odeur est insupportable. Mais ceux qui travaillent dedans là, tellement ils sont habitués à l'odeur, c'est ça. Ils ne sont plus dérangés. Ça c'est une belle Donc figure souvent, de l'environnement n'est pas bon, mais tu t'es habitué, et puis tu te dis que c'est ça qui est la norme, alors que c'est pas vraiment ça la norme. Tout à fait, tout à fait. Mais quel est le moteur déclencheur pour conduire quelqu'un, je sais pas, à sortir d'une zone de confort? Parce que je peux ne pas me rendre compte, je suis là, je vis, je me contente de ce que mes yeux ont vu de mes parents, qui peut se répéter dans mon foyer, à moi, ou dans ma vie. Je veux dire, mon papa était instituteur, je me contente aussi d'être institutrice. J'ai mon salaire, je fais ma vie avec, sans plus. Qu'est-ce qui peut le déclic? Voilà, qu'est-ce qui peut provoquer ce déclic-là en moi qui me fait prendre conscience que je suis une femme et cette zone-là n'est pas confortable pour moi? Bon, d'abord, avant de venir, je prends toujours des cas de femmes qui viennent en coaching. Avant de venir en coaching, la plupart du temps, elles viennent pour un problème bien précis. Elles viennent, elles se disent, bon, soit j'ai un problème, je ne veux pas, le dernier cas, je n'aime pas quand mon mari n'est pas toujours avec moi. Dès qu'il prend son téléphone, je me dis qu'il est en train de draguer une autre femme, etc. Mais quand vous faites, au fur et à mesure, les échanges avec elle, au bout de 1, 2, 3 séances, je me suis rendu compte que son problème, c'était plutôt une blessure qu'elle avait, vous voyez, et qu'elle s'était enfermée. Même elle peut même pas mettre sa photo sur sa page sur sa photo de profil sur WhatsApp. Elle ne se trouve pas assez belle. Donc, elle reste. Je prends un cas extrême pour que vous compreniez. Elle reste vraiment le strict minimum. C'est pas quelqu'un qui va sortir d'elle-même. Alors, je me suis rendu compte que tout ça avait pour origine un problème d'estime d'elle-même. Elle n'arrivait pas à s'apprécier à sa juste valeur. En ce moment précis, avec des outils de coaching qu'on peut lui donner, ça dépend. Ça dépend. Il y en a qui peuvent donner. Moi, j'ai l'habitude de leur donner l'exercice du miroir, de sorte qu'elle se revoit, elle se voit et qu'elle s'accepte, qu'elle s'aime. En ce moment, je peux lui demander comment vous vous trouvez. Elle va sourire tout de suite. Je me trouve belle. Alors, pourquoi est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas belle? Vous ne pouvez pas vous afficher. Pourquoi est-ce que vous pensez? Parce que si elle se trouve pas belle, automatiquement, si son mari est sur le téléphone, elle va se dire, ah, quelqu'un est en train de me le prendre parce qu'elle n'a pas confiance en elle-même. Vous voyez? Voilà. Donc, en fait, c'est dans le questionnement qu'on arrive à mettre le doigt sur le problème. Maintenant, celles qui ne viennent pas en coaching, elles entendent peut-être un message. Parce qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui. Ou bien voient quelqu'un. Et puis, ça peut faire tic en elles. En ce moment, elles vont chercher le moyen, elles vont poser des questions pour pouvoir sortir de là. Et ça peut les conduire en coaching ou bien chez quelqu'un avec qui elles vont parler et elles vont commencer progressivement à poser des actes qu'elles n'ont pas l'habitude de poser. Voilà. Mais ces actes qu'elles posent, si elles trouvent un obstacle, j'allais dire un obstacle sur leur chemin, qui peut être un parent, qui peut être l'époux, est-ce qu'après, avec notre condition de femme chrétienne, on ne rentre pas dans, comment je vais dire ça, le manque de soumission? Tout est dans la manière. Même si vous rencontrez de l'opposition, tout est dans la manière de vous faire accepter. Parce que, coach, excuse-moi de te couper la parole. Quand je ne savais pas et que je sais,
C'est différent. C'est différent. Voilà, je deviens carrément une autre personne. Et tu es la seule à savoir, l'environnement n'est pas au courant. Voilà. Donc, J'ai envie. Il y a quelque chose qui bouillonne en moi. Voilà. Donc, du coup, je suis en train de me transformer. Je me lève le matin. J'entends dire, dis que tu es belle. L'exemple que coach a donné là, dis que tu es belle. Donc, je commence à me refaire une beauté, à comprendre que les salons de coiffure, en fait, celles qui fréquentent les salons de coiffure, c'est normal qu'elles le fassent. Alors qu'auparavant, je les jugeais. Ma vision a commencé à changer. L'autre, il se pose des questions. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais il sait pas que tu es parti au coaching. Tu n'as pas informé. Ah, mais il y a des choses qui se font sans forcément parler parce que Non, mais justement. l'histoire de coaching là, Non, c'est récent. justement, il faut en Il y a parler. des gens qui vont se dire, André, mais c'est une perte de temps, ou même une perte d'argent. Oui. Ils ne comprendront pas. Alors qu'en soi, il y a des blessures qui sont tellement enfouies que si on ne le fait pas sortir, on ne pourra pas les guérir. D'accord. Donc c'est indispensable. Mais si l'autre ne comprend pas l'utilité, si ça ne pas marier les gens ne marient pas. Marier. Les gens ne marient pas. Arrête. Tu vas prendre un archaïque bien, un archaïque de première catégorie qui comprendra rien à rien. C'est pas bon. Non, mais moi, je dis qu'il faut savoir se faire. Quand vous êtes dans un processus, que vous êtes avec un conjoint, forcément, vous parlez. Il faut lui dire ce que vous êtes en train de faire. Lui va voir au fur et à mesure les résultats. Et donc, ça le prépare à savoir que non, ma femme, elle est capable de faire ça maintenant parce qu'elle est partie. Il faut lui dire ce qu'on vous dit là-bas. Et à chaque fois, je dis ça à mes coachés. Elles disent, ah oui, quand j'ai mon père, il me dit, mais tu as changé. Effectivement, parce qu'elles lui ont dit qu'elles étaient en train de faire un coaching. Mais lui, il est ouvert, il a accepté. Il a accepté. Parce qu'il y a ça aussi. Ah, mais la femme va en coaching pour un problème bien spécifique. Oui, mais c'est pour arranger, c'est pour on vit dans un meilleur, dans une meilleure entente. Oui, ça c'est l'objectif. Mais quand l'autre commence à se sentir en danger parce que sa femme devient trop belle. Menacé. Voilà. C'est ce que j'appelle. Il n'a pas confiance en lui ou bien. Ah, il aura lui aussi, il a besoin d'un coaching. Parce que s'il a accepté il a bien vu cette beauté-là, peut-être c'est bon. Il a sûrement vu que sa femme était belle. Si elle devient encore plus belle, ben, c'est pour son bien. Il va aimer être à côté d'elle quand il sort. C'est son atalakou, comme on dit. Mais où est le problème après? C'est ça. Il n'a qu'à lui faire confiance. C'est pas parce qu'elle est devenue belle que, bon, elle va plus être comme avant. Qu'elle va être infidèle et tout ça. Non, tout est une question de confiance. Et puis, ça dépend de votre... Il faut communiquer, effectivement. Surtout quand vous êtes dans un processus, vous savez que vous êtes en train de vouloir de changer. Vous voulez passer à un autre stade. Vous voulez embrasser une activité. Vous voulez, en tout cas, quel que soit ce que vous voulez faire, il faut en parler. Il faut échanger. Alors, l'autre n'est pas surpris. Maintenant, s'il s'oppose, il faut pouvoir lui parler. On s'arrange toujours pour que notre conjoint, accepte. Soit on voit des personnes interposées quand ça devient trop dur. Ben, en tout cas, le message doit passer. Voilà, il ne faut pas faire de bras de fer. Il faut communiquer. La femme est dotée de stratégies Oui, naturelles. la diplomatie, on connaît. Donc, elle pourra faire passer le message tranquille. D'accord. Tout de suite, quand coach parlait, je me demandais, coach, quel est l'état dans lequel le coach était à son adolescence? Quelle est son histoire, en fait? Voilà. Oui, je veux Moi, mon je me dis qu'on ne devient pas quelqu'un d'exceptionnel par hasard. Il y a toujours un parcours. Nous sommes curieuses de connaître l'histoire du coach. Voilà. D'accord. Eh bien, je vais essayer de donner mon témoignage, comme on dit. Écoutez, bonne adolescence. Est-ce que je me rappelle pas vraiment. Mais je sais que d'abord, j'ai fait l'école primaire chez les sœurs à Tendier. Et puis, j'ai fait encore le lycée Sainte-Marie de Cocody. Voilà. Tout mon cursus scolaire, je l'ai fait jusqu'en terminale. Je l'ai fait à Sainte-Marie. Et puis, l'élément significatif, c'est que quand j'étais arrivée à l'université, je suis quelqu'un qui aime la vie. Et donc, j'aimais saper. Vraiment, je vivais à un niveau vraiment assez élevé. Et j'aimais raconter, peut-être que beaucoup de gens ont déjà entendu ces témoignages. J'étais orientée en psychologie, je voulais pas d'ailleurs, mais je suis restée, Dieu merci, d'ailleurs aujourd'hui j'en profite parce que je voulais aller en droit, mais bref, je suis restée en psychologie et quand j'arrive à la fac,
Mais je suis sapée, mais d'une façon pas possible. Donc, les gens m'appelaient Alessi Colby parce qu'il y avait le film Dallas qui passait dans le temps. Ouais. Pour vous dire quel niveau j'étais vraiment coquette. Et donc, ça a mené tout ce que ça devait emmener. Et puis, par la grâce de Dieu, je crois que c'était en 2e année, je rencontre le Seigneur. J'étais dans ma chambre de cité avec une voisine à la cité Mermoz qui, elle était au chemin neuf. Bon, moi, vraiment, je n'étais pas dans ça. Et puis, elle m'invitait à prier. J'ai dit, j'arrive, votre prière, j'allais à l'église, c'est vrai, baptisée, confirmée, mais bon, c'était tout, quoi. Et puis, un jour, un samedi, elle a réussi à me faire aller dans un endroit pour prier. C'était une communauté nouvelle. Je trouvais les gens en train de chanter, en train de danser. Et moi, sapée comme d'habitude, je les regardais. Et puis, la personne qui prêchait a dit à un certain moment donné, la personne qui veut donner sa vie à Jésus, qu'elle vienne. Ah, on était 3 qui étaient sortis de notre chambre de Mermoz pour arriver, c'était à Cocody. Et puis, il y a une qui me dit, Tijan. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, le monsieur parle de toi. Il dit, mais il parle de toi aussi. On a commencé à rire. Mais je suis partie sans plus. Comme tout le monde, on s'est mis à genoux. Et il a prié pour nous, ils ont prié, et puis bon, on s'est levé. Je ne savais pas que c'était un début d'un changement qui allait se produire dans ma vie. Et on est rentré en chambre de cité. Et dans la nuit, je me suis réveillée, j'ai fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, il paraît que tu donnes à manger aux gens. Moi, je ne veux plus sortir. Si vraiment tu donnes à manger aux gens, je te donne un délai. Viens me donner à manger. Si tu ne me donnes pas à manger, je continue ma vie d'Alessi Colby. Et voilà que, contre toute attente, j'ai dormi, c'était tard. Je fais la prière, et puis je me suis endormie. Puis on frappe à la porte, tac, tac, tac. Je dis, mais qui frappe à cette heure? Je me lève. Il y a des amis qui viennent avec du pain et des œufs. Tiso, faut venir faire le pain. Tout de suite, j'y avais pas pensé à la prière que j'avais faite. Je me suis levée, j'ai fait les œufs, on a mangé et tout ça. Et ils sont partis. Je me suis rendormie. Ça, après, je me suis dit, mais attends, le monsieur là, il a raison. Hein. On m'a donné à manger. Donc, le samedi qui a suivi, je suis retournée à la prière. Et je suis restée comme ça, j'ai fait ma conversion totale. Je ne sais pas faire les choses à moitié. Je suis même rentrée dans la communauté, j'ai commencé à servir le Seigneur, mais de façon radicale. Parce que je me suis dit que c'était le meilleur endroit, quoi. Donc, j'avais décidé de devenir religieuse. Cheveux courts, tout court, on pouvait même pas me reconnaître. Avec la croix que Manuela porte. Oui, pour moi, là, c'était plus fort. C'était une croix en bois. Une croix en bois. Et j'ai fait mon chemin, j'ai eu mes diplômes, et puis je voulais forcément devenir religieuse. J'ai dû faire un mois chez les sœurs Clarisse pour voir si c'était là-bas. Quand j'ai fini, c'était pas là-bas. J'ai dû aller à la communauté des béatitudes. Pareil. Là, maintenant, j'étais un peu déçue parce que je savais plus où il fallait aller. Et mon accompagnatrice qui était spirituelle, qui était religieuse, m'a dit, écoute, va dans la vie active, va travailler, et puis après, on verra. C'est quand je suis arrivée dans la vie active que tout a commencé à changer. Mais c'était pas facile parce que je luttais. J'ai dû faire même une retraite des jésuites pour discerner les vocations parce que je luttais. Je voulais pas me marier, je voulais devenir forcément religieuse. J'ai dit, bon, 14 jours, je suis allée faire ma retraite pour discerner de discernement. Et c'était 80% mariage, 20% vie religieuse. Je suis sortie en colère. Je suis sortie en colère parce que je voulais toujours, quand même, j'aimais cette vie-là. Ben, il fallait m'y faire. Peut-être que le Seigneur avait besoin de moi quelque part. Comme voilà ce qui est arrivé aujourd'hui. Et quand je suis sortie de là, maintenant, les choses se sont mises en place sans que je n'ai demandé un époux. L'époux était là. Le travail, tout s'est mis en place. Donc, je suis rentrée dans la vie active, mais j'arrivais pas à vivre sans le Christ. Donc, je continuais de servir le Christ. Je continuais de parler aux femmes sans savoir que c'était un appel. C'est après que j'ai vu vraiment que c'était un appel. Et depuis cet instant, ça n'a pas arrêté. C'est vrai, je suis mariée, mère d'un enfant. Ça va.
Voilà, je suis heureuse. C'est cette phrase qui est la plus importante. Je suis heureuse. Voilà, je suis épanouie, surtout depuis que j'ai découvert ma mission de vie. Parce que là encore, c'était pas facile. Parce que tellement j'étais dans la vie missionnaire, j'arrivais pas vraiment à me détacher là pour voir vraiment ce que Dieu voulait de moi. Et ça m'a vraiment fait perdre le temps. Je voudrais quand même lancer un appel quand même aux femmes qui nous écoutent, qui sont des femmes de foi. Il faut toujours se faire accompagner. Faut vous faire accompagner par des guides spirituels qui vont vous éclairer. Parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Or, je pouvais vraiment rentrer dans ma mission de vie, être cette accompagnatrice que je suis aujourd'hui, cette coach-là, et puis aider vraiment beaucoup de femmes à rentrer dans leur mission de vie. Aujourd'hui, c'est ce que je fais parce que ça se colle à mon histoire. J'accompagne les femmes vraiment à rentrer, à retrouver leur mission de vie, à savoir que elles sont capables, elles ont un talent en elles qu'elles peuvent exprimer au moyen. Ça peut être un boulot quelque part, mais il faut que ça se colle à leur vie, qu'elles soient épanouies au travers de leur activité. Moi, vraiment, ça m'a fatiguée et le Seigneur m'a conduit pas à pas jusqu'à ce que je retrouve aujourd'hui ma mission de vie. C'est vrai que j'avais pas de coach en ce moment-là. Lui, le Saint-Esprit était mon coach parce que je l'ai vu mettre les pions devant moi au fur et à mesure que j'avançais. J'ai perdu le temps pour que elles aujourd'hui ne perdent pas le temps. Donc vraiment. Non, c'est pas une perte de temps. Moi, je crois que c'est l'expérience. Hein. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui sort d'un parcours. Je peux dire que j'ai perdu le temps parce que quand je regarde aujourd'hui ce que j'aurais pu faire, j'aurais fait beaucoup. J'aurais fait beaucoup. Mais parfois, je me dis aussi, comme vous dites, c'est l'expérience, que rien n'est perdu. Mais je me dis, dans ce temps-là, si j'avais eu quelqu'un pour m'accompagner dans ma mission de vie, j'aurais fait de gros pas. Et puis aujourd'hui, mais bon, ça va. J'aime bien ce que je fais. J'imagine des gens se demandent, mais moi, ma mission de vie, c'est quoi? Je venais te poser la question, Manuela. C'est quoi ta mission de vie? Ma mission de vie, je vais faire la bébé. Donc, c'est la mission de vie de toutes les femmes, alors. Parce que, en fait, je parle de ça parce que pendant longtemps, j'ai travaillé, mais j'étais pas coach. Pendant une vingtaine d'années. Parce que figurez-vous, effectivement, sa mission. Oui, aussi belle qu'elle est, Manuela est mère de 6 enfants. Hein. Elle est mère de 6 enfants. Donc pourquoi pas sa mission de vie? Non, mais ça, c'est la mission de toutes les femmes mariées, en fait. Donc, je disais, c'est important parce que moi, j'ai travaillé en dehors du coaching. J'étais dans une entreprise, dans 2 entreprises même. Mais j'ai jamais été heureuse. Mais je priais, je jeûnais, mais tout ça, ça n'a pas permis que je découvre tout de suite ce que je devais faire. Parce que je n'étais pas accompagnée. C'est le Saint-Esprit qui m'accompagnait au quotidien, qui me donnait, c'est-à-dire lorsqu'il me permettait, lorsque j'ai reçu à moi, c'est-à-dire cette mission de lever des femmes pour sortir de leur dépendance financière, c'est en ce moment-là que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que moi-même je me forme pour pouvoir aider ces femmes-là. Donc je suis allée me former. C'est en étant en train de me former que j'ai découvert ma mission de vie. Voyez, c'est pour ça que je dis c'est important que de savoir ce que c'est, ça permet de gagner du temps. Il faut dire aussi aux gens que l'épanouissement, souvent on se met des freins parce que actuellement professionnellement, beaucoup de gens cherchent un travail alimentaire pour gagner de l'argent, payer les factures. Or, ça ne va pas forcément rendre heureux. Tu peux avoir un très bon salaire, mais si tu n'es pas heureux dans la profession que tu exerces, ça sera compliqué. Moi, je vois le témoignage parce que j'ai fait du droit, j'ai pas fini, mais je suis entrée dans l'entreprise, c'était plutôt bien, mais je n'étais pas épanouie. Et bizarrement, par la force des choses, avec la crise, la boîte ferme, donc je suis à la maison, et je vais une fois à une fête, on dit l'animateur n'est pas là. Comme on sait que je suis bavarde, on dit, on vient parler d'abord, le temps qu'on trouve quelqu'un pour faire le travail. Et je le fais, ça se passe tellement bien que le client qui vient, on le renvoie. Et je reste jusqu'à la fin et je me rends compte que je suis en train de faire quelque chose qui va avec moi. Et au-delà même de l'aspect financier, ça me comble de joie. C'est ça. C'est ça. Donc, si chacun peut se demander qu'est-ce que j'aime d'abord avant de... Parce que les concours sont remplis de gens qui vont pour l'argent. On a des sages-femmes, des policiers qui n'aiment pas du tout leur travail. Donc, ils font du mal aux usagers parce que tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Hein. Surtout le métier de sage-femme qui est tellement compliqué. Non, mais il n'y a pas que, hein, c'est dans tous les secteurs d'activité. N'est-ce pas? Moi, je te confie ça.
je parle des gens que je Non, je te confirme ça. Là, tu me fréquentes aussi, là, je te confirme ça. Je parle des gens que je fréquente souvent. Une sage-femme qui n'est pas contente d'être là, quand tu te mets à crier, mais une autre dans la même position, puisque c'est sa passion, elle a les mots, elle sait comment gérer. Voilà. Donc, il faut que les gens soient heureux pour rendre les gens autour d'eux heureux aussi. Tout à fait. Tout à fait, Manuela. Comme je te le disais, je dis ça existe dans tous les secteurs d'activité parce que on est orienté très souvent. On est orienté par les parents. On est tous les secteurs d'activité. Oui, non, il faut que je dise non. Par les parents, on se dit, il faut que je trouve rapidement de l'argent parce qu'il y a des charges et tout. Et après, on reste dans cette zone-là. Il y a de l'argent, voilà, pour de l'argent, et puis voilà. Ben voilà, le burn-out arrive un matin et puis tu t'ennuies au travail à mourir. Mais je pense qu'il faut contacter le coach pour la mission de vie. C'est tellement important pour toutes les femmes, en fait. On voit des témoignages de gens, excuse-moi de parler beaucoup, des Occidentaux, par exemple, qui sont PDG dans une boîte et puis un matin, ils se lèvent, ils deviennent humanitaires à Madagascar. Oui, on comprend pas. Le gars, il est épanoui, mais il est bête ou quoi. Moi, j'aurais tout fait pour avoir ce poste-là, mais les gens ne se rendent pas compte qu'il y a une différence entre le statut et puis le bonheur, en fait. Ouais. C'est tout à fait. Alors, coach, moi, je suis curieuse de savoir, en tant que femme, aujourd'hui, tu as un modèle pour toutes ces femmes-là qui te suivent. Je voudrais savoir comment tu allies vie spirituelle, vie de coaching et vie de foyer. Parce que c'est ça la femme d'impact. Comment tu arrives à allier tout ça? Parce que on entend beaucoup d'hommes se plaindre, les femmes, quand elles abandonnent les foyers pour les groupes de prière et tout ça. Comment est-ce que tu arrives, en fait? Ouais, tout ça. Ça, c'est la question. C'est pas évident. Je vous assure que c'est pas facile. En tant que épouse et mère, parfois, c'est vrai, parfois je reste au boulot jusqu'à 21h parce que faire les formations en ligne, les gens ne sont forcément pas tous à Abidjan et tout ça. Donc, parfois, je reste au cabinet jusqu'à un peu tard dans la nuit. Et puis, j'entre à la maison, le petit dort et monsieur dort. Ça arrive. Mais j'arrive à rattraper ça en semaine. Il y a des jours où, des week-ends où je suis à la maison. Il y a des week-ends où je travaille, malheureusement, ou bien je suis en formation. Mais tout ça n'est pas facile. Mais il faut le faire, comme je dis, il faut le faire avec le conjoint. Il faut qu'il sache. C'est vrai qu'au départ, il va pas accepter facilement parce qu'il est habitué à vous savoir toujours à la maison. Et puis, arrivé à un certain moment donné, et ça n'a pas été facile pour moi. Jusqu'à, tu es où je suis encore au cabinet. Tu es où je suis encore au cabinet. Le temps de revenir à la maison, tout le monde dort. Mais quand c'est comme ça, vous trouvez un jour dans la semaine où vous êtes avec eux, vous faites des activités, pas pour être avec eux, pour être avec eux. Vous passez un moment vraiment de qualité. Soit c'est vous qui entrez à la cuisine, vous faites ce jour-là la cuisine, soit vous sortez carrément avec eux, vous allez dans un endroit pour être avec eux. Vous leur donnez de votre temps, de votre moment. C'est ce qu'il faut faire. Parce que la femme active aussi, c'est ça. Hein. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. On ne peut pas faire, on n'est pas si bas. On ne peut pas faire. Il y a des moments où le travail nous prend. Et puis, il y a des moments où on se dit, bon, écoute, il faut que j'arrête quand même parce qu'il y a des enfants, il y a un époux à la maison. Mais il faut qu'ils sachent. Le petit, parfois, pour raconter l'histoire, quand je rentre, il dit, tu viens d'où? Quand je dis, et puis lui-même, il répond, tu es au cabinet. Donc, en fait, il sait que sa maman est coach et donc il fait avec. Il le dit même à l'école que sa maman est coach. On m'appelle pour me demander si vraiment je suis coach puisqu'on me voit pas comme les autres coachs. Mais voilà un peu pour dire que il faut coordonner, hein, il faut organiser et cela avec les personnes avec qui vous vivez. Il faut parler aux enfants. On leur dit, aujourd'hui, je vais pas rentrer tôt, mais je souhaiterais que tu fasses l'exercice si tu m'appelles. Parfois, je dis à l'enfant, tu m'appelles pour me dire ce que tu as fait. Quand j'ai une petite pause de 30 minutes, il me dit, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça vous permet de suivre non seulement son travail, même si quand vous n'êtes pas là. Et puis, tout le monde est content. Sinon, quand vous faites ce que vous avez envie de faire, vous ne pensez qu'à vous, ça va créer des problèmes dans le foyer. C'est pas facile, j'avoue, de les concilier, mais il faut aménager votre programme pour trouver dans la semaine des temps uniquement avec les gens avec qui vous aiment, hein, qui vous ont choisi, peut-être pas les enfants, mais votre époux, parce qu'il veut passer le temps avec vous. Faut trouver le temps.
faut trouver. Voilà. Mais moi, j'aimerais bien aussi que l'on puisse, c'est un message qui est tellement beau, que l'on puisse le donner aussi aux hommes, parce que quand un homme est absent totalement, quand il est complètement absorbé par son travail, ça ne dérange personne. On va dire que je suis féministe. Vraiment, toujours. Vraiment. Non, mais je veux dire que le foyer est porté à deux. Quand c'est une seule personne qui le porte, il y a toujours un déséquilibre. Il n'y a pas quelqu'un à qui la maison appartient et l'autre à qui l'extérieur appartient. Moi, je me dis que on partage en fait les charges. Donc, quand une maman n'est pas là, que le papa est là, c'est pas grave. Si un papa n'est pas là, que la maman est là, c'est pas grave. Quand les deux sont absents, c'est là qu'il y a un drame. Donc, ils arrivent à coordonner ensemble sans faire porter, parce qu'il y a des femmes qui souffrent quoi? Elles portent seules la maison et elles veulent être en activité. C'est ce qui fait que c'est compliqué. Or, quand on est deux à porter la maison, on peut avoir vraiment un peu plus de souffle pour s'épanouir à l'extérieur. C'est ça. Si l'homme ne se sent pas impliqué dans la maison, on dit c'est une affaire de femme, là c'est catastrophique et vous aurez du mal. Et puis je tiens à dire aussi aux femmes qui choisissent de rester à la maison que c'est pas un mépris de leur choix, parce que moi je crois qu'il n'y a pas de travail plus difficile que de rester à la maison pour gérer. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de vacances. Donc on respecte vraiment le choix, on le comprend, c'est une carrière aussi, même s'il y a des risques, parce que financièrement, si le foyer éclate, on se retrouve sans rien en fait. Sinon, j'ai peur que les gens imaginent qu'on néglige, en fait, ou on méprise celles qui choisissent de ne pas avoir de carrière. Non, non. Si quelqu'un veut le faire, moi, je les admire beaucoup, en tout cas. Femmes au foyer à temps plein, on admire. Mais ce serait bien aussi d'avoir une activité à côté pour avoir une certaine autonomie financière pour soi-même. Alors, Manuela, moi, je vois que tes week-ends sont très mouvementés. Donc, ton expérience nous ferait du bien. Très. Voilà, comment tu t'organises? Alors, voilà. moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui s'investit, la main à la pâte. Ça veut dire que par rapport aux problèmes de cuisine, on le fait ensemble. Donc, tu peux voyager même l'esprit tranquille. Il va cuisiner même, il va manger, pas de problème. Mais seulement, il faut t'arranger pour que dans la semaine, au moins, une journée pour lui. On a choisi le jeudi, par exemple. Le jeudi, quand on finit tôt, l'après-midi, on passe le jeudi ensemble. Donc, le jeudi, c'est notre jour. Parce que, en tant qu'animatrice, le week-end, c'est pas évident. Puis dimanche, c'est pour la paroisse. Et les enfants, on se promet qu'au moins une fois par mois, une sortie. Je veux dire que créer des moments de qualité. Parce que ça sert à rien d'être à la maison 100% et puis vous ne faites rien. Voilà. Chacun dans son portable devant la télévision, c'est pas très agréable. Donc, vraiment, créer des moments de qualité. La quantité, ouais, mais plus la qualité. C'est ça. Vraiment. D'accord, créer des moments de qualité. Moi, tout de suite, je me dis, est-ce que c'est pas le fait de ne pas pouvoir s'organiser qui maintient les femmes, je vais dire dans l'esclavage, j'allais dire. Je préfère appeler ça parce que elles ont envie. Il n'y a pas le temps. Mais il n'y a pas le temps. Comment faire pour ne pas que l'homme, c'est vrai, quand tu as parlé de communiquer et tout, mais il y en a qui sont pas ouverts à ça. Hein. Eux, le type de femme qui est dans leur esprit, c'est la femme qui est comme leur maman. Maman était à la maison du matin au soir pour gérer l'enfant. Aujourd'hui, comme c'est une femme intellectuelle... Ils n'ont pas épousé leur maman. C'est une femme, c'est l'enseignement qu'on doit leur donner, justement. Excusez-moi, moi, je suis en griffe un peu désespérée de la génération. Et je me dis que l'éducation, c'est difficile. Sauf si quelqu'un décide lui-même de se remettre en question. Mais quelqu'un qui a été éduqué d'une certaine façon jusqu'à il a 40 ans, mais lui dit après, il faut changer. C'est compliqué. Sauf si lui-même, il prend la décision. Donc, je me dis que c'est sur les générations futures, comme disait, les garçons qu'on est en train de faire grandir maintenant, là. C'est à eux qu'il faut expliquer les choses. Parce que, imagine ton mari, vous avez vécu 20 ans dans la paix, tu as toujours été là, et puis maintenant tu dis que non, maintenant, je vais aller à l'école, parce que moi j'en connais. Voilà, je vais à l'école. Mais qui va faire ma nourriture? Moi, je ne mange pas de nourriture de servante. Il y a des gens qui disent ça. Hein. Moi, je ne mange pas de nourriture de servante. Non, mais tout est une question d'organisation, vous savez. Et puis, comme je dis, de communication. Si vous voulez aller à l'école et qu'il veut manger votre nourriture, vous allez à l'école peut-être dans la journée ou peut-être dans la nuit. Il y a un moment où vous pouvez faire à manger ou congeler. Quand il vient, il ne veut pas manger. Non, il ne va pas exagérer. Je vous dis, j'ai entendu un témoignage la dernière fois qui m'a choquée. C'est-à-dire, la femme a sa maman malade. Donc, elle sort, elle va s'occuper de maman à l'hôpital. Le temps qu'elle rentre, il fait tard. Il est assis au salon. Le lit n'est pas fait, il dort pas. C'est-à-dire, il sait que sa femme actuellement est épuisée émotionnellement et physiquement parce qu'il est assis au salon, il attend. Quand elle arrive, elle doit dresser le lit avant qu'il ne dorme. Mais cette femme-là, c'est elle qui a conduit ce monsieur-là dans cet état. C'est-à-dire que quand vous commencez déjà, c'est ça les femmes aussi, quand on commence... On veut montrer le bon visage. Voilà, on commence des relations... Comme des saintes. Voilà, on fait tout.
J'ai dit, on est mamie casse-cou, on lave assiette, on ne dit pas, voilà, on ne dit pas vraiment ce qu'on est. Vraiment, je souhaiterais que tu m'aides. S'il veut pas dans un premier temps, tu lui dis non, ça va m'épuiser. Il faut la mener à comprendre, à accueillir la femme que tu es. Elle termine rapidement. Parce qu'il y a un problème. Les femmes même, peut-être c'est maintenant, mais après un coaching qu'elles vont comprendre que c'est pas normal. Oui. Parce qu'au début de la relation, sa maman faisait ça. Sa belle-mère fait ça. Donc, elle le fait parce qu'elle croit que... Donc, après, pour plaire, elle va se plaindre. Non, mais c'est après que les yeux s'ouvrent, comme je disais. Les yeux s'ouvrent comment? Dans la vie, écoutez, tu as beaucoup de modèles moi, aussi. je vois les femmes qui, au départ, pour entrer dans les relations, elles prennent tout ce qui est à cause de la maison. J'ai dit, le monsieur ne fait rien. Elles vont tout prendre en charge. Maintenant, arrivé à un certain moment donné, elles viennent se plaindre, je suis épuisée. Ma chère, tu n'es pas épuisée. Mais parce qu'au moment où tu commençais, c'est quelle base tu as posée? En ce moment, pour rattraper ça, c'est encore plus difficile. Parce que les comportements comme ça, quand c'est accepté par l'homme, et surtout quand ça lui fait du bien, il va pas changer. Oui, il est dans sa zone de confort, voilà, évidemment. Là, ça, c'est un super confort, pardon. Il va pas changer. Donc, c'est pareil. On parle de finances, mais c'est pareil partout. Vous n'apprenez pas à vos époux, c'est-à-dire, vous ne vous ouvrez pas à eux comme vous êtes. Soyez vrai. Soyez vrai. Soyez vous. Vous n'êtes pas vrai. Vous n'êtes pas vous. Maintenant, quand il commence à dire, bon, elle est mamie, ça dit qu'elle peut tout supporter. Même si elle est fatiguée, elle va venir l'installer, elle va faire le lit, moi, je vais dormir. Non, non, ne fais pas le lit, j'ai fait. Non, 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 ne fais pas, j'ai fait. Non, non, ne fais. Et puis après, vous dites que vous êtes épuisé, mais vous avez marché dans non, non, ne fais pas, je vais faire. Bon. Vraiment, ce sujet, on peut parler de ce sujet toute la journée, c'est vrai, mais il nous reste juste quelques petites minutes. Ah, d'accord. Oui, juste quelques petites minutes. Voilà, notre émission tire déjà à sa fin. Donc, je vais permettre à Manuela de dire son dernier mot, le modèle de femme d'impact aujourd'hui que nous devons être en fonction de notre foi. Je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la création. Si Dieu vous a façonné comme vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, c'est pour faire du bien à l'environnement dans lequel il vous a placé. Donc, cherchez à trouver la meilleure version de vous-même et faites du bien, faites du bien. Merci beaucoup, Manuela. D'accord. Bon, je voudrais dire à toutes ces femmes de foi qui nous écoutent que elles sont une perle aux yeux de Dieu et elles ont été créées pour quelque chose de particulier. J'aime, quand je parle des femmes, je suis tellement heureuse pour leur dire qu'elles ne doivent pas se dire que comme elles sont à l'église, comme elles sont chrétiennes, il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire. Soyez vous-même. Faites sortir le meilleur de vous-même. L'église a besoin du meilleur de vous-même. La société a besoin de ça. Ne vivez pas avec des masques. Faites tomber vos masques et impactez le monde. Impactez votre temps. Voilà ce que je voulais dire. Quant à moi, je vous dis merci. Merci au coach Bétizio, merci à Manuela. Et à toi, femme qui nous regarde, sache que tu es une perle rare. Hein, pour emprunter les mots à coach, tu es une femme vertueuse, hein, comme nous le démontre Proverbe. Alors, sois sel et lumière, sois toi, sois vrai et fais le bonheur du monde, mais fais d'abord ton bonheur. Que Dieu te bénisse.